Le plaisir d'agir. Le podcast des gens qui s'engagent par DAF. Donc moi c'est DAF, je fais ce podcast parce que j'ai envie qu'on se questionne ensemble sur les sujets qui font notre société, qui font notre monde et qui nous donnent envie de le transformer. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu parler de la dette. N'est-ce pas Stéphane? Oui, il y a Stéphane avec moi. Salut Daniel. Salut Stéphane. Et donc, parce que c'est un sujet qui est très technique et que on se dit qu'il y a plein de choses à apprendre ensemble sur ce sujet-là, et ben on a fait venir Maxime Menuet. Bonsoir Maxime. Bonsoir, c'est Daniel. Salut. C'est Stéphane. Tu veux bien nous présenter Maxime, Stéphane? Oui, Maxime Menuet, on l'a fait venir parce que il a été remarqué ces derniers temps dans le milieu académique dans lequel il excelle apparemment, et il est enseignant-chercheur à l'université de Nice-Côte d'Azur, et il a commis une thèse qui s'appelle Économie politique de la dette, dans son titre court on pourrait dire, et qui a reçu un prix, le prix de la Banque de France, je crois en 2019. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, voilà, ça en fait quelqu'un de qualifié pour parler de ça avec nous. Voilà, donc ce soir on va parler de la dette pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette notion et puis comment est-ce qu'on peut aussi se réapproprier toute la réflexion qu'il y a derrière ce mot-là et qu'on puisse du coup mieux connaître la société et puis mieux s'engager dans notre vie de tous les jours. Alors déjà Maxime, est-ce que tu veux bien nous raconter c'est quoi ton métier? Oui, alors je suis professeur d'université à l'université de Nice-Côte d'Azur. Donc en fait, on est enseignant-chercheur, donc on partage notre temps entre l'enseignement, en licence, en master, pour moi en économie à Nice, et l'autre partie du temps pour la recherche. Donc moi, mes thématiques, c'est la dette, c'est aussi l'histoire des idées économiques, l'économie politique. Et puis on a aussi des tâches administratives, on doit gérer les formations, les finances de l'université, et puis aussi des activités par ailleurs. Moi je m'occupe de l'agrégation d'économie et sociale en France, de l'agrégation en Afrique, donc voilà, ça nous occupe. Ok. L'agrégation, c'est pour les profs qui veulent devenir professeurs agrégés? Ouais, alors l'agrég, en fait, il y en a deux types. Il y a l'agrég dans le langage courant, c'est pour les professeurs du secondaire, donc lycée ou classe prépa. Donc ça, c'est des professeurs agrégés. Et après, il y a un autre type d'agrégation qui s'appelait l'agrégation du supérieur, qui n'existe plus en France pour l'économie, ça existe encore en droit, en sciences politiques. En fait, c'est une agrégation qui permettait d'être directement professeur d'université en sortant de la thèse. Donc pas besoin de faire tout le parcours, maître de conférence, avoir des années d'ancienneté, etc. C'était un peu la voie royale pour être professeur. Ça n'existe plus en France, mais ça existe encore en Afrique, ce qu'on appelle le CAMES. Et c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. C'est commun pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Et donc ça permet en fait aux jeunes Africains d'avoir une incitation de revenir dans leur pays, avoir ce concours pour être directement promu prof dans leur pays. Ok, bon, ça fait déjà 2 fois que tu nous parles d'un lien avec l'Afrique. Ouais. Peut-être on peut développer sur cette thématique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te rapprocher de ce continent? D'abord parce que moi j'ai fait ma thèse à Orléans. Et à Orléans, il y avait un lien très profond avec l'Afrique parce qu'il y avait des liens institutionnels et aussi entre les personnes. Mon directeur de thèse, qui s'appelle Patrick Villieu, avait des liens très forts aussi avec l'Afrique. Il intervenait dans les banques centrales africaines pour des formations, etc. Donc je suis assez tôt dans mon parcours allé là-bas, découvert des pays fantastiques, des gens incroyables, une culture nouvelle et aussi dans les idées des grands auteurs, Cheikh Anta Diop au Sénégal qui pensait déjà l'unité du continent et des idées nouvelles qui, je crois, peuvent nous permettre à nous, nos vieux pays occidentaux, dont le système capitaliste arrive peut-être à bout de souffle, de repenser notre modèle, de replacer les liens qui sont au cœur de tous les échanges en Afrique, repenser ces liens dans nos pays à nous, et comment l'Afrique peut servir de ressources intellectuelles aussi, pour repenser notre monde. Ouais, moi, j'ai du coup envie de te demander tout de suite une question
en rapport justement avec l'Afrique, parce que moi, les seuls trucs qui font écho avec l'Afrique et la dette, c'est justement la dette des pays africains, qui apparemment est une dette qui peut apparaître comme assez scandaleuse, dans le sens où, de ce que j'en sais, mais je parle sous tout contrôle, tu me diras ce qu'il en est, de ce que j'en sais, les dettes des pays africains ont été contractées au moment de leur indépendance à des taux très très bas. Ils ont emprunté pour pouvoir construire des institutions, construire leur pays, construire, bon, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ces taux ont grimpé actuellement depuis plusieurs années, et maintenant ils ont une dette colossale qui en fait, ça en fait des dettes assez difficiles à supporter pour les populations là-bas. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors faut comparer. Alors, ce que tu disais, ça renvoie à ce qu'on appelle le concept de dette coloniale, qui avait déjà été mis en avant dans les années 20 par une auteure comme Rosa Luxembourg, qui disait ben, au fil du temps, les pays vont leur avoir leur indépendance politique, mais les anciens pays colonisateurs maintiendraient leur pouvoir de sujettissement de ces pays colonisés par la dette. Alors, aujourd'hui, si on regarde la dette des pays africains, en tout cas pour les pays subsahariens, les ratios, ça n'a rien à voir avec nos pays à nous. Par exemple, en France, on est autour de 115% de dette sur le PIB, donc par rapport à la richesse nationale, eux, c'est 60, 70. Donc c'est des ratios beaucoup plus faibles, mais c'est pas pour autant que c'est pas plus grave, parce que nous, on a une capacité à endurer la dette qui est voilà, plus facile par rapport à ces pays. Ce qui est fondamental dans la différence, c'est que pour les pays développés comme la France, la dette publique, elle est détenue en gros pour la moitié par des résidents, par des gens qui sont dans le pays. Pour les pays d'Afrique, l'essentiel de la dette, elle est externe. Donc elle est détenue par les bailleurs internationaux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, des autres banques centrales. Donc ça veut dire que les propriétaires de la dette, ils sont extérieurs au pays et ils peuvent imposer leurs conditions au pays concerné s'il est en difficulté. Et là, il peut y avoir une difficulté en termes de souveraineté, quoi. On est obligé d'accepter les conditions de ces pays extérieurs, de ces bailleurs extérieurs, dans la restructuration de la dette, dans la renégociation. Alors que quand, pour la France par exemple, on a la moitié de la dette qui est détenue par des résidents, eh bien la renégociation se fait de manière beaucoup plus facile. Donc c'est plus ce côté-là. Alors dans les années 90, il y avait eu ce qu'on appelle l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Et donc en gros, c'était l'idée que on prend le FMI par exemple, on dit bah vous, pays pauvres, on vous enlève 50%. Donc en gros, vous avez plus que la moitié de la dette à rembourser, l'autre moitié, je raye, vous ne devez rien. Et donc ça a été fait, mais on s'est rendu compte que les niveaux d'endettement après cette mise en place de cette politique étaient beaucoup plus élevés qu'avant. Donc ça met aussi en question l'importance, ou est-ce que c'est vraiment finalement très important de réduire la dette pour ces pays. C'est pas si évident. Ok, donc là ça me donne envie d'aller creuser un peu sur ce mot de la dette. Là, tu as parlé de dette, on a parlé de dette d'État, de pays. Mais moi, quand j'entends parler de la dette dans mes discussions avec tout le monde, ça va plutôt être les dettes d'individus, de particuliers qui ont un crédit, qui ont un crédit en général. Hein, une dette, en général, c'est pour un crédit. Et là, tu dis, par exemple, le FMI, pour des pays africains, il a pu dire bah, 50% du crédit, on l'efface. Mais qu'est-ce qui fait qu'une banque ne dira jamais à un particulier, bah, allez, 50% de votre crédit, on l'efface? Ouais, alors je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est un point qui est très important qu'il faut rappeler, c'est que la dette d'un particulier, d'un agent privé, n'a rien à voir avec la dette d'un État. C'est deux concepts complètement différents. En gros, si moi je m'endette pour acheter ma maison ou pour acheter une voiture, entre guillemets, je dois rembourser avant ma mort. Bon, alors après, il y a l'héritage, etc. Mais voilà, c'est l'idée. L'État, lui, on a ce qu'on appelle l'horizon infini de l'État. C'est-à-dire que l'État ne meurt jamais. Et donc, il peut très bien, une fois qu'il doit rembourser sa dette, réemprunter pour pouvoir rembourser ce qu'il doit rembourser. Et donc, au final, ce qui est important pour l'État, c'est pas son niveau d'endettement, parce qu'il pourra toujours se rendetter pour rembourser, ce qu'on appelle rouler la dette. Ce qui va être important pour lui, c'est les taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il doit rembourser tous les ans sur cette dette? C'est ça qui va être important dans l'analyse de la dette publique
pour un État, c'est pas finalement le montant, parce que ça, il pourra rouler. Alors que pour un ménage, bah, lui, oui, c'est son niveau d'endettement qui va être important, parce que bah, lui, il a affaire au taux d'intérêt, et puis il doit rembourser aussi la somme, qui est la somme du principal. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que la dette, c'est peut-être bien de faire une pause étymologie. Ce mot dette, il a été dans les grandes langues qui font la racine de nos sociétés, en hébreu, en grec, en araméen, la langue de Jésus, etc. C'est toujours équivalent au mot faute ou au mot péché. Dette, c'est équivalent à péché, c'est équivalent à faute. Schuld en allemand, c'est culpabilité, et dette, c'est le même mot. Donc il y a depuis l'origine de nos sociétés un récit qui s'est construit où la dette est quelque chose de l'ordre de la faute et donc de l'ordre du péché dans les religions, et donc de quelque chose qu'on doit se répandre comme on se répand d'un péché, et une sorte de culpabilité que l'on porte en nous. Et je crois qu'il y a encore ça dans la moralité de la dette, hein, même nous individuellement. Quand, vous voyez, par exemple, des fois on fait des expériences en économie, on dit aux gens je vous donne 10 000 euros à taux zéro. Okay. Voilà. Et puis vous avez un placement, par exemple un livret A, qui fait 1,5% d'intérêt. Alors rationnellement, normalement, tous les gens prendraient ces 10 000 euros à taux zéro, les placeraient sur le placement qui rapporte 1,5, puis récupéraient l'intérêt et puis rembourseraient après. Et puis ils feraient un gain certain du taux d'intérêt. Pourtant, il y a plein de gens qui ne font pas ce jeu ou qui ne font pas cette proposition. Et une des raisons, c'est parce qu'il y a la question de la morale. On n'aime pas être endetté, on n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Et donc, je crois que ce point-là, il est toujours à mettre en perspective, que ce soit pour un individu ou un État. Ça veut dire quoi? Les gens là, ils prennent les 10 000 et les rendent direct? Non, ils disent non, je joue pas à votre jeu. Ah, ok. Je n'ai pas envie de devoir quelque chose à quelqu'un. D'accord, tout simplement. Ouais. Comme si c'était dans de la culpabilité. Et ce mot-là, pourquoi on a choisi ce mot-là? D'être culpable, oui, c'est en latin, c'est le latin qui a différencié la culpabilité de la dette en premier, et surtout que ça faisait surtout référence au droit romain. En fait, au Moyen-Âge, en France, hein, on a ce qu'on appelle l'école scolastique. Et la scolastique, c'était d'essayer une pensée universitaire qui était censée de faire le lien entre la théologie, entre le droit et la philosophie. Voilà, fallait questionner toutes les affaires du monde et toutes les affaires de la société au prisme de ces trois disciplines, le droit, la théologie et la philosophie. Et donc le taux d'intérêt et la dette a fait le prisme de cette analyse, notamment par Thomas d'Aquin et d'autres. Et donc on s'est rallié au droit romain, où il y avait la question de la dette qui était très présente. La théologie, où la question de la dette est très présente dans les textes et les analyses. Et la philosophie, Aristote, etc. en parlait aussi. Et donc c'est ce qui continue, je crois, de traverser nos sociétés depuis. Et donc du coup, est-ce qu'il y aurait un mot plus juste sur lequel on pourrait plutôt se lancer que dette ou pas? Alors en fait, ce qui est intéressant avec la dette, c'est que c'est un sujet vraiment pluridisciplinaire, quoi. Il y a dans toutes les sciences sociales, chaque praticien des sciences sociales va avoir une interprétation, va essayer de comprendre la dette. Et les sociologues vont plutôt appréhender ça par ce qu'on appelle le don et le contre-don. Ça fait référence à Marcel Mauss, hein, qui nous disait que toutes les sociétés humaines sont traversées par ce phénomène de don contre don. Je fais un don et je suis redevable, et donc je dois rendre ce don. Donc il y a de l'ordre de l'endettement là. Par le don, il y a la question de la dette. Donc la sociologie, l'anthropologie, l'analyse, la philosophie, le droit bien sûr, hein, la question de la fiscalité et puis du droit sur la dette, et l'économie aussi. Alors bon, c'est le mot qu'on a, et puis on fait avec. Mais je crois que ça désigne à la fois un sentiment de culpabilité et puis en même temps un mot technique
qui peut signifier une obligation du Trésor si on parle de finances. Et puis, et plus généralement, même en économie, la dette n'est pas forcément que financière, elle peut être écologique. On pourrait donner une définition, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être rembourser un jour. Et donc, le fait que les populations disparaissent dans la biodiversité, eh bien ça, on doit le rembourser, mais on ne pourra pas le rembourser. Mais du coup, est-ce que justement, superposer le terme d'une dette qui pourrait être prétendument écologique, justement, avec une histoire d'accumulation, et petit à petit, plus on retarde, plus ça va être vraiment un facteur catastrophique, et une superposition de ce terme avec un terme de dette financière qui est finalement, je sais pas, tu donneras une définition plus exacte, mais pour moi, c'est une accumulation de déficits budgétaires, mais qui servent à, à investir sur des plans d'investissement public qui nous servent actuellement, et donc du coup qui ne sont pas du tout du même ordre en termes écologiques et en termes financiers publics. Et du coup, est-ce que finalement, ce terme de dette, il ne serait pas vraiment applicable à la... Voilà. Alors, si on prend la partie financière, disons, quand on analyse, ça c'est très important de faire cette différence, il faut vraiment faire une distinction entre, pour un État, entre la dépense publique, qu'elle peut servir pour investir dans du capital humain, dans les écoles, dans l'éducation, dans la recherche, etc., ou pour payer les fonctionnaires, payer les soldats, etc. Donc, l'effet de la dépense publique, ça c'est une question. Et l'autre question qui est indépendante, c'est comment on la finance. Par la dette, par l'impôt, par la création monétaire, différents types de financement de la dépense. Mais ces deux questions-là sont distinctes. Pour beaucoup d'économistes, l'important, c'est la dépense. Est-ce qu'elle est efficace ou pas? Dans quel secteur je vais dépenser? Okay. Le financement, c'est pas important. Pour beaucoup d'économistes, tout ça est équivalent. L'un des premiers de cette équivalence, c'est David Ricardo au XIXe siècle qui disait émettre de la dette ou demander de l'impôt, c'est la même chose. Parce que la dette, c'est de l'impôt demain, donc c'est pareil. Et donc, finalement, faire de la dette ou faire de l'impôt, c'est pareil, ce qu'on appelle les grands théorèmes d'équivalence. Donc, le mode de financement serait neutre, mais ce qui va être important, c'est la question de la dépense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la dette, en tout cas en France, elle sert donc d'outil de financement, mais pas pour des dépenses qui seraient importantes pour le futur, donc ce qu'on appelle des dépenses d'infrastructure. Je construis un hôpital, je construis une école, je construis des routes, etc., toutes ces dépenses-là sont la base du développement de demain, de la croissance de demain, mais sert disons, au fonctionnement, entre guillemets, de la machine État. Et ça pose un problème, et ça, c'est une nouveauté historique. Parce que c'est aussi un point que je voudrais évoquer, c'est que la dette publique, c'est quelque chose de récent. Souvent, on pense qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc., il y avait de la dette publique. C'est faux. La dette publique, c'est pour la France, en tout cas à partir de la Révolution française. Avant, les princes étaient endettés, mais c'était un endettement privé. C'était un endettement de la couronne. C'était un endettement du roi. C'était pas un endettement de la collectivité en entière. Il faut donc l'émergence de l'État-nation, il faut l'émergence de la Révolution pour qu'il y ait une dette qui soit effectivement grévée sur l'ensemble des citoyens. Il y avait une grande auteure de la Révolution française qui s'appelait Olympe de Gouges, qui avait bien évoqué cette question de la dette publique, et elle disait que ça permettait, selon elle, d'assurer la cohésion de la société. Parce que si une entité transcendante, qu'on va appeler l'État, s'endette au nom de tous, au nom de tous les trois, là, Daniel et Stéphane, ça veut dire que toi, Stéphane, toi, Daniel, et moi, on doit rembourser la même chose. Donc, on est solidaires. Donc ça crée une sorte de cohésion de le remboursement de la dette. Donc la dette publique, c'est quelque chose de moderne. Et le deuxième point, c'est que ça n'existe, sa condition d'existence, c'est les guerres. C'était toujours l'outil de financement des dépenses militaires en période de conflit. Et ça a toujours été comme ça, parce que quand il y a une guerre, ce qui est plus facile, c'est pas de demander de l'impôt, c'est pas de créer de la monnaie, c'est de créer de la dette.
Et donc, il y avait sur le cycle long. La dette, c'est créer la dette, donc c'est emprunter de l'argent. Ouais, c'est ça, emprunter de l'argent. Et donc, ce qui fait que sur période longue, bah, il y avait, en gros, si on regarde les données, c'est cycle paix-guerre, quoi. Pendant la paix, il n'y a pas de dette, ou on se désendette. Pendant la guerre, on émet de la dette, puis comme ça fait un cycle. Il y a quelque chose de totalement nouveau, c'est à partir des années 70, en tout cas en France, c'est qu'on a une accumulation de dettes en période de paix, qui n'était jamais observée depuis, et que cette dette est continuellement croissante. Il n'y a plus ces phases-là où on se désendette. Donc c'est une dette de paix qui ne sert plus à financer les dépenses militaires. Alors avant d'essayer de décortiquer le pourquoi est-ce que cette dette elle est croissante alors qu'on est en paix, en tout cas, nous en tout cas il n'y a pas la guerre dans la rue ici, tu parlais d'une dette qui serait collective du coup, puisqu'elle est contractée par l'État et que l'État, ben, on a élu nos représentants, donc dans la théorie c'est nous. Est-ce que ça veut dire que si jamais l'État fait faillite, banqueroute, je ne sais quoi, est-ce que ça veut dire que les créanciers pourraient venir nous demander, à toi Maxime, à toi Stéphane, à moi Daniel, de payer cette dette? Alors, si on prend la dette de la France, 50% c'est des résidents. Donc c'est des gens qui sont... Donc les propriétaires de la dette, c'est 50% des étrangers, 50% des gens qui habitent en France. Et en fait, dans ces 50%, il y a 25%, c'est la Banque de France. La Banque de France, c'est nous tous, parce que c'est une filiale à 100% de l'État. Donc ça veut dire que nous tous, on est propriétaires de 25% de la dette publique française. Donc ça veut dire que on est aussi bailleurs, quoi. Donc ça veut dire que cette fable qui se dit les enfants qui vont naître, ils vont naître avec de la dette, oui, ils vont être aussi propriétaires de la dette, à hauteur de 25%. Si jamais l'État ferait complètement faillite, bon déjà on serait lésés nous, parce qu'on aurait 25% de la dette, et puis la Banque centrale interviendrait pour aider le pays. Vous savez ce qu'on a vu par exemple après le Covid, la fameuse politique de quoi qu'il en coûte de Macron, là on distribue des billets, ça a été financé par de la dette, et en fait ça a été monétisé, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale européenne qui a racheté cette dette, et en gros elle a dit allez, je raye, tu ne dois plus rien. Voilà. C'est comme si moi je te prêtais 100 euros et tu me dis non c'est bon, allez, tu ne dois plus rien. Non, même pas les 100 quoi, rien du tout. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle la monétisation des déficits. C'est la Banque centrale qui rachète la dette et en gros en contrepartie elle dit c'est bon, tu ne dois plus rien. Du coup, moi j'ai envie de rebondir sur ce pouvoir-là, le pouvoir de création monétaire. Et je voulais avoir ton avis sur une branche relativement moderne, apparemment de l'économie, qu'on appelle la théorie monétaire moderne, qui dit en gros que l'État, il pourra jamais faire faillite. Donc c'est un peu ce que tu disais, Daniel. Il pourra jamais faire faillite pour la seule et bonne raison qu'il est souverain en ses terres et que il a le pouvoir, s'il le souhaite, d'émettre la monnaie et de battre des billets, et donc par l'impôt, d'obliger les agents économiques, c'est-à-dire nous, toi, moi, qui faisons partie de sa société, d'obliger les agents économiques de payer les impôts dans sa devise. Donc en gros, il est capable de faire un circuit tout seul. Et donc dire ça pourrait être intéressant, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'un État qui fait jamais faillite, la dette de cet État est pas problématique. Alors, ce raisonnement marche que s'il y a un seul pays dans le monde. Donc, en gros, ce qu'on appelle en économie fermée, c'est-à-dire que tous les propriétaires de la dette soient à l'intérieur du pays. Et donc, je peux changer ma devise, ma monnaie comme je veux, et puis tout fonctionne bien. Et ça, on voit bien que donc ça pouvait être un raisonnement qui pouvait se tenir au 19e siècle, etc., comme quand l'ouverture au marché international n'était pas si grande qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ce raisonnement-là marche plus beaucoup. On peut prendre l'exemple de l'Afrique, on en parlait au début de ce podcast. L'Afrique, quand elle s'endette en dollars. Et sa monnaie, c'est le franc CFA. Donc ça veut dire que déjà, la dette est libellée en dollars. Elle a contre plus ou moins le franc CFA, mais qui est fixé sur l'euro. Mais donc, elle peut pas trop, elle n'a pas une marge de manœuvre très importante sur la création monétaire, parce que sinon ça affecterait le taux de change et donc le prix auquel elle devrait rembourser sa dette. Mais
si on prend l'histoire longue, le grand moyen d'éponger les dettes de la plupart des pays, ça a toujours été l'inflation. Donc il y avait toujours une tendance inflationniste. En gros, hein, les pays ont toujours une tendance à avoir beaucoup d'inflation, parce que ça veut dire que les prix ils montent. Donc quand les prix ils montent, ça veut dire ce que vous devez rembourser en dette publique, eh bien, si les prix doublent, le taux d'intérêt il double pas. Donc vous êtes gagnant quelque part. Hein, si par exemple aujourd'hui, par exemple tous les jours je dois rembourser 100, si les prix doublent, eh ben, demain les 100 que je dois rembourser, je gagnerai en pouvoir d'achat. Donc du coup, du point de vue de celui qui émet la dette, il y a toujours un intérêt à ce que les prix montent. C'est pour ça qu'il y a aussi une indépendance de l'autorité monétaire pour gérer la question de l'inflation. Et c'est pour ça qu'on garde que la question aussi de gérer la monnaie, de la création monétaire, n'est pas dans les mains du pouvoir aujourd'hui, parce que sinon il y aurait des objectifs contradictoires. Hein, avoir les prix qui montent, gérer la dette, et ça serait ceux qui en pâtiraient, ça serait les classes moyennes, même les plus pauvres, hein, où leur pouvoir d'achat serait érodé avec l'inflation, quoi. Ouais, mais du coup, ce que tu nous dis, c'est que les institutions ou plutôt les personnes qui sont détentrices de la dette, elles ont plutôt intérêt à ce que l'inflation ne monte pas, parce que Exactement, ouais. voilà. Et donc du coup, nous, qui ne sommes pas trop endettés, ou en tout cas endettés de manière privée, mais de manière publique, on n'a que 25%, et puis c'est réparti sur les 60 millions de personnes de la France, donc eh ben, on aurait plutôt intérêt à ce que l'inflation monte, quoi. C'est un peu ce que tu nous dis. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, l'inflation, c'est intéressant. Bon, ça s'éloigne un peu de la dette, mais l'inflation, c'est un bon témoin de la cohésion sociale d'un pays. Pourquoi? Parce que, imaginez, moi, je suis boulanger, j'ai mon énergie et donc le prix de mon four qui augmente, que je dois payer. Et donc, je vais dire, c'est pas à moi de tout payer, hein, donc le prix de mon énergie il augmente, donc j'augmente le prix de ma baguette. Et donc, si tout le monde fait ça, eh bien, il y a un mécanisme d'auto-entretien de la hausse des prix. Et donc, on voit bien que l'inflation, c'est un bon indicateur de la cohésion sociale, quoi. Du conflit qu'il peut y avoir entre les citoyens. Et donc, quand il y a des périodes de forte inflation, c'est toujours corrélé à une forte tension dans la société, quoi. Et on retrouve ce truc-là sur la dette publique, où il y a des intérêts qui peuvent être contradictoires entre ceux qui ont beaucoup, ceux qui sont très endettés, ceux qui ont beaucoup d'épargne. Quand tu parles de conflit, c'est par exemple, je me sens plus en insécurité dans mon quotidien, donc j'ai besoin de créer la sécurité en ayant plus d'argent, par exemple, pour s'il y a un problème. Le conflit sur l'inflation, c'est plus en termes de... vous voyez, par exemple, dans les années 70, il y a eu des grosses périodes d'inflation parce qu'il y avait des politiques d'indexation. Donc tout était indexé sur les prix, les retraites, beaucoup des salaires, etc. Donc quand les prix augmentent, les salaires augmentent. Et si les salaires augmentent, les prix augmentent. Et puis ça fait une boucle inflationniste comme ça. Et ce qui était intéressant de voir, c'était est-ce que la hausse des salaires est plus importante ou pas que la hausse des prix. Dans les années 70, la hausse des salaires était plus importante que la hausse des prix. Ça voulait dire que l'inflation profitait plutôt aux travailleurs qu'aux capitalistes. Alors qu'aujourd'hui, les périodes d'inflation qu'on a connues, c'était beaucoup moins, mais qu'on a connues un peu après le Covid, c'était un petit peu le contraire. C'est-à-dire que la hausse des prix était plus forte que la hausse des salaires. Ça voulait dire que l'inflation était plus profitable aux détenteurs du capital, donc aux capitalistes, qu'aux travailleurs. Donc c'est plus un conflit en termes de répartition de la richesse entre plutôt les travailleurs ou plutôt les capitalistes. Tu commences à dire des gros mots, hein, capitaliste, tout ça. Est-ce que c'est possible de parler d'économie sans faire d'idéologie? C'est une bonne question, parce que le mot économie ou science économique, il apparaît dans la première fois dans les années 1730 par un courant qu'on appelle les physiocrates, qui était un courant de pensée mené par François Quesnay, qui
euh, ont essayé de créer cette discipline de l'économie ou de la science économique en s'extrayant un peu des questions morales, politiques et éthiques qu'il y avait à l'époque. Ce qu'il faut rappeler, c'est que concevoir l'économie comme quelque chose une discipline complètement désencastrée d'enjeux moraux, d'enjeux éthiques, d'enjeux politiques, c'est quelque chose de très récent. Le mot économie, il vient de Xénophon, il nous vient des philosophes grecs, qui était le fait de relier deux mots, écos et nomos, économia, écos nomos, c'était la bonne gestion de la maison. Et Aristote nous dit que cette écos nomos, cette économia, ça devait être imbriqué dans ce qu'il appelle une architectonique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie, ça ne doit pas être une finalité, ça doit être un moyen. Et au-dessus d'elle, il y avait la politique, et au-dessus de la politique, il y avait la morale. Donc la politique était soumise à la morale, et l'économie était soumise aux politiques. C'est-à-dire que l'économie était prise un peu de deux côtés, elle était soumise à la politique, puis elle était soumise à la morale. Et il a fallu toutes ces ruptures entre l'économie et la politique, entre le politique et la morale, pour qu'elle devienne, entre guillemets, une discipline complètement autonome dans ses objets, dans ses réflexions. Donc, dire que, alors oui, l'économie est une science, comme les autres sciences sociales, dans le sens où il y a une progression des connaissances dans un langage qui est donné, qui est celle des économistes, avec une méthodologie qui lui est propre. Donc oui, faire de l'économie, c'est faire de la science, dans ce sens-là. On peut essayer du mieux qu'on peut de ne pas rentrer dans l'idéologie, mais je dois dire que l'idéologie, c'est pas si mal que ça, parce que c'est avoir des idéaux, c'est avoir des utopies, et puis les réalités d'aujourd'hui étaient souvent les utopies d'hier, et donc je crois que l'économie doit être aussi un moyen, et non une fin, et un moyen pour atteindre un objectif que la société peut se donner, que les citoyens peuvent se donner, et que l'économie, là, doit revenir à sa place, doit être réencastrée dans ce que Aristote avait prévu dès l'Antiquité, comme quelque chose du moyen et non de la fin. Justement, à ce sujet, est-ce que toi, qui as reçu du coup un prix de la Banque de France, peut-être tu pourras vite fait nous dire ce que c'est que la Banque de France, c'est la Banque centrale française, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Peut-être tu pourras nous détailler un tout petit peu ce que c'est qu'une banque centrale. Toi qui as reçu ce prix attaché à la Banque de France, est-ce que tu sens que toi qui as fait une thèse d'économie politique, est-ce que tu sens que tu pourrais avoir parfois des conflits d'intérêts ou en tout cas des conflits de légitimité ou des difficultés parfois à dire certaines choses ou à prendre des positions est-ce que tu vois un lien, une porosité entre le milieu politique et par exemple ta place à l'université? Non. Alors en France, on a cette chance qu'on a une liberté totale d'expression et de position en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que professeur, qui est garantie par la Constitution. Donc même si le pouvoir politique changeait, avec peut-être des partis un peu moins pro-liberté d'expression, eh bien, on serait quand même protégé par la loi fondamentale du pays. Quand je vois mes collègues aux États-Unis, c'est complètement différent. Là, Trump a réduit les financements, a coupé dans tous les sens. Et là, pour le coup, il y a une remise en cause de la liberté d'expression des universitaires. Et donc là, on peut se poser la question de se dire, bah oui, on ne va être pas complètement libre de faire de la discipline, ou peut-être qu'il y a des articles, entre guillemets, scientifiques, qui sont là simplement pour valoriser une thèse politique. En France, on a cette liberté totale de lire ce qu'on veut sur les sujets qu'on veut. Donc, moi, en tout cas, je ne sais pas mes collègues, mais en tout cas, moi, je me sens totalement libre par rapport à tout ça. Après, c'est plus la question du financement de la recherche. En France, il y a un peu de financement public, parce qu'on appelle l'ANR. Il y a aussi des financements privés, il ne faut pas se le cacher. Et peut y avoir, oui, si on est financé par des industriels de la défense, on va peut-être pas dire que
qu'il ne faut pas faire la dépense publique dans la défense, ou quand on a des financements par des industriels de la santé, on va peut-être pas. Voilà. Donc ça, oui, sur la question du financement privé de la recherche, il y a un sujet. Mais en tout cas, moi, pour le coup, je me sens totalement libre de ce que je dois dire. J'ai juste, du coup, ça me fait penser un tout petit peu à ce que tu dis, mais c'est peut-être pas tellement une question plutôt qu'une remarque. Ce que tu dis là, ça me rappelle un peu cette idée dont on parlait tout à l'heure des pays africains et de leur souveraineté. J'ai l'impression que la souveraineté que tu te sens d'avoir à ton poste, garantie par la fonction publique, garantie par nos structures collectives qui sont des créations dont on doit rappeler le statut de la fonction publique, des créations assez récentes quand même. J'ai l'impression que ça donne quand même une sorte de pouvoir dans l'exercice de ton travail, un pouvoir dont moi je bénéficie aussi en tant que professionnel de santé, où je me sens payé par la collectivité et non pas par des privés dans lesquels je serais dans une relation marchande. Et je crois que ça, c'est un vrai trésor. Oui, et puis il y a aussi surtout que, je sais pas, je suis historien, je travaille sur la poésie du début du XIVe siècle. Je suis pas sûr d'avoir des financements privés pour travailler sur ce sujet. Donc, c'est-à-dire que si on considère que ce type de recherche est important pour la connaissance commune et pour notre cité, eh bien, s'il n'y a pas de financement public, eh bien, il n'y a pas cette recherche. Bon, au début de l'entretien, je disais qu'on parle ce soir du sujet de la dette parce que c'est un sujet qu'on entend en long, en large, en travers. C'est limite impossible en ce moment d'allumer la radio, la télé à une heure d'information et de ne pas avoir le mot qui sort dans les 5 minutes. Qu'est-ce que toi tu penses de toute cette frénésie qu'il y a autour de la dette ces derniers temps, puis même on pourrait dire depuis ces dernières décennies, parce que c'est un mot qui est de plus en plus employé, mais qui est quand même présent, vachement Ouais. présent dans les débats publics. Alors, on en reparle quand même avec force depuis ces derniers mois, surtout avec cette instabilité politique en France. Et notamment, c'est François Bayrou qui portait depuis toujours cette idée de gérer la France comme un bon père de famille. Et donc, il avait fait la question de la dette un peu son cheval de Troie dans toute sa carrière politique, et donc en particulier en tant que Premier ministre. Je crois qu'il y a quand même quelques réalités à rappeler. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas dans la situation de la Grèce des années 2000, etc. Il n'y a pas un problème d'insoutenabilité de la dette publique. Pourquoi? D'abord parce que les chiffres, on est aujourd'hui autour de 115% de dette sur le PIB. Ça peut être un chiffre élevé, comme ça, pris de prime abord. C'est pas un chiffre si élevé si on les compare à d'autres pays développés. Le Japon, les États-Unis sont des pays beaucoup plus endettés que la France. Dans l'histoire, on a connu des périodes avec beaucoup plus d'endettement. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on était au-dessus de 200%. Donc on a réussi à baisser la dette publique. Le taux d'intérêt, c'est ça qui compte, on l'a rappelé. Donc ce que la France doit payer tous les ans en charge d'intérêt, c'est à peu près autour de 2% du PIB. C'est pas un chiffre très élevé. On avait une charge d'intérêt qui était plus élevée dans les années 90, par exemple. Donc ça, c'est un point à rappeler. L'autre point, c'est que si on regarde les marchés financiers, la dette publique française est encore traitée comme un actif sûr. Donc ceux qui achètent la dette française l'achètent parce que c'est un actif sûr et donc ils la gardent, etc. Et donc ça, c'est très clair. Autrement dit, il n'y a pas d'attaque spéculative comme pouvait être la dette grecque dans les années 2000. Il n'y a pas ça pour la France. Il y a une hausse des taux d'intérêt. Là, on est autour de plus de 3%. Et donc, on dit, voilà, c'est comme l'Italie, etc. Bon, je ne vois pas en quoi c'est un problème déjà. Et en fait, cette hausse, elle est assez modérée quand même. Quand on compare par rapport à des actifs très, très insécures, on en est très très loin. Donc, c'est plus que les marchés réagissent à une instabilité politique, ça oui, mais en aucun cas il y a de la part des marchés financiers l'idée que la France ne pourrait pas faire face à ses engagements. Donc il y a quand même ces réalités à rappeler. Après, il y a quand même des petits signes d'alerte, c'est-à-dire qu'en France, on est peut-être l'un des seuls pays développés où on a ce qu'on appelle de manière chronique un déficit primaire. Un déficit primaire, en gros, c'est on prend notre déficit public et puis on enlève ce qu'on doit rembourser de la dette.
Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Autrement dit, c'est que si aujourd'hui, notre dette publique était égale à zéro, c'est-à-dire je dois rembourser rien, j'ai zéro de dette, la France serait quand même en déficit. Et c'est ça qui est assez alarmant, c'est-à-dire que même en l'absence de dette, on créerait du déficit, qu'on appelle le déficit primaire. Les autres pays développés, c'est pas le cas, ils ont de l'excédent primaire. Tu veux bien expliquer un peu ce mécanisme? Ouais, alors, quand on regarde un peu le déficit primaire de la France, pourquoi? En grande partie, c'est les chiffres, c'est le système de retraite qui pèse sur ce déficit primaire. Ça, il y a aussi le fait qu'on est un pays très centralisé et donc des frais administratifs qui sont très élevés. Et donc ça pèse sur le déficit de la France. Et donc, on n'arrive pas à avoir, depuis longtemps, un budget dont on ne serait pas en déficit primaire, quoi. Et donc ça peut être un signal d'alarme parce qu'on peut se dire, bah, si on n'est pas capable d'avoir un budget où nos recettes dépassent notre dépense, si j'enlève la dette publique, bon, alors ça peut être un signal d'alarme. En gros, si on n'emprunte pas, on mange pas à la fin du mois, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça doit être quand même relativisé. Ça a souvent été un instrument politique, hein, la dette publique. J'en ai parlé longuement dans ma thèse, hein. C'est souvent une variable qui est facilement manipulable par l'autorité politique à des fins électorales, etc. Et donc, il ne faut pas être dupe non plus de la communication qu'il y a derrière de ces enjeux-là. Oui, et puis je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il me vient l'idée que quand tu dis qu'on a un déficit primaire dû, par exemple, aux retraites ou aux frais administratifs, donc c'est un peu moins vrai pour l'administration, d'accord, mais pour les retraites, c'est vrai qu'on finance quelque chose de précieux également. C'est-à-dire que si on a des retraités qui sont retraités, donc qui touchent un salaire continué de leur activité, eh ben, on permet aussi à ces retraités d'avoir une activité productive ou non productive, s'occuper des petits-enfants, ne pas dépendre des fins de mois. C'est-à-dire qu'on parle souvent de ce qu'on paye, mais on parle pas souvent de ce qu'on gagne, quoi. Ça, c'est vrai. Mais sauf que ce qu'on observe depuis quand même quelques temps, c'est que, on parle des retraités, c'est qu'ils épargnent beaucoup. Ils consomment peu. Et ça, c'est un des sujets importants en France, en tout cas. C'est qu'on devient un pays avec beaucoup d'épargne. Mais que normalement, c'est pas mauvais en soi, parce que l'épargne, ça permet de financer de l'activité économique. Sauf que cette épargne-là, elle ne finance plus l'activité économique française. Elle sert surtout à financer des entreprises américaines. Donc en gros, on épargne et avec cette épargne, on aide les entreprises américaines. Au Japon, c'est différent. Ils sont très endettés, ils ont beaucoup d'épargne, mais l'épargne sert à financer l'activité japonaise. Donc au final, la dette est moins un sujet parce qu'on arrive finalement à se financer. Et ça fait penser avant, il y avait des produits d'épargne comme le Codévi. Moi, je ne l'ai pas connu, mais c'était un produit d'épargne qui était fléché, hein, sur les PME françaises. On a le livret A, donc ça sert pour le financement des logements sociaux. C'est collecté par la Caisse des dépôts. Donc, il peut être réfléchir à des produits d'épargne qui serviraient à financer plus les entreprises françaises. Mais c'est un choix politique. Oui, exactement. Ok, on va s'approcher doucement de la fin de ce podcast. J'aimerais bien revenir juste sur une question que tout à l'heure j'ai mis de côté, avant d'arriver un peu aux questions de fin. Tu parlais du fait que la dette est en croissance alors qu'on est en période de paix. Alors, j'ai bien envie d'émettre un début d'hypothèse avec le peu de connaissances que j'ai sur le sujet, puis on va voir où ça te mène toi dans la réflexion. J'ai entendu parler du fait que sous Giscard, il y a eu un changement majeur, c'est qu'avant, l'État français pouvait emprunter directement à la Banque Centrale Européenne en tant qu'État qui emprunte à la Banque Centrale Européenne, et il y a eu un changement et que maintenant on est obligé d'emprunter à des privés ou à des tiers en tout cas, qui eux-mêmes peuvent emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc, est-ce que ça contribue à ce que la dette elle augmente alors qu'on est en période de paix? Et puis, même
occasion, c'est quoi une banque centrale? Ouais, alors, moi je crois pas, ça c'est plus une question technique. Alors c'est vrai qu'avant on avait ce qu'on appelait les droits de tirage spéciaux, donc en gros, donc une banque centrale, hein, les premières banques centrales, en tout cas en France, alors souvent on rappelle l'épisode de John Law, qui était un financier écossais sous la régence entre Louis XIV et Louis XV, qui avait mis en place les premières banques centrales. Alors c'était quoi? C'était une banque parmi d'autres qui avait un privilège royal. On lui accordait un privilège qui était de battre monnaie. Donc c'était une banque parmi d'autres, mais qui avait un privilège. C'était d'émettre de la monnaie. Alors à cette époque, c'était des pièces. Ça a été des billets, ça a été un peu une catastrophe parce que les gens n'avaient pas confiance. Mais ce principe-là reste. Hein, la Banque de France, c'est Napoléon. Donc c'est une banque qui a un privilège parmi d'autres banques, c'est d'émettre de la monnaie. Ça, c'est le principe de base. Ensuite, à cette entité-là, au fil des années, au fil des siècles, on lui a greffé, on lui a donné des mandats pour gérer d'autres choses que simplement le fait d'émettre de la monnaie fiduciaire, des pièces et des billets. Au XXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle des mouvements d'indépendance de cette banque centrale. Donc cette banque particulière va avoir une indépendance dans la plupart des pays par rapport à l'autorité exécutive qui, elle, normalement devrait gérer le budget. En gros, on a séparé la Banque de France du Trésor en France, de Bercy, la Banque de France. En gros, une banque centrale maintenant, donc on prend la BCE pour l'Europe, la Fed pour les États-Unis, il y a les grandes banques centrales africaines aussi, la BEAC, etc., ça sert à gérer la monnaie, ça crée les pièces et les billets. Simplement, dans les pays développés, quand on prend la stock total de monnaie qu'il y a en circulation, 90%, c'est pas des pièces et des billets, c'est des lignes de code sur notre code informatique. Hein. Moi, j'ai mon appli bancaire, sur mes comptes, c'est des codes numériques. Cette monnaie-là, elle est créée par les banques qu'on appelle de second rang, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, etc. En gros, la banque centrale, maintenant, ne crée plus la monnaie. C'est les banques privées qui la créent. Mais la banque centrale la contrôle par tout un tas de canaux. Donc en gros, la Banque centrale, c'est une institution publique qui contrôle la quantité de monnaie qui est créée. Ça lui permet de contrôler le taux d'inflation, la hausse des prix. Ça lui permet aussi de contrôler ce qu'on appelle le prix externe de la monnaie, donc contrôler les taux de change. C'est important, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de réserves de change dans les banques centrales. Hein, la Fed avait... au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être 80% des stocks d'or total du monde. Donc il y a des grands, hein, même la Banque de France a des stocks d'or, a des stocks de devises, donc des monnaies étrangères, qui lui permettent de s'assurer de la parité, une sorte de parité de la monnaie par rapport aux autres monnaies. Et cette banque-là, elle a un rôle particulier. On appelle ça prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire que si plus aucune banque, plus aucune institution privée ou n'importe qui ne souhaite prêter, eh bien celle-là, elle pourra. Elle est prêteur en dernier ressort. Elle le fera en émettant de la monnaie. Et donc elle a ce rôle de prêteur en dernier ressort. Si jamais c'est vraiment le bazar et plus personne ne veut prêter, elle le fera. Et c'est une institution qui gère la monnaie, gère l'inflation, gère le taux de change, qui a un mandat indépendant de l'autorité exécutive. Ok, je disais ça parce que je me dis qu'une banque privée, elle a plus d'intérêt à vouloir faire des taux d'intérêt plus importants qu'une banque centrale. Ouais. Donc potentiellement, ça nous a poussé à payer beaucoup plus pour rembourser les emprunts que si on avait emprunté directement à la banque centrale. Alors les banques privées, elles peuvent pas... Enfin, dans les faits, le taux d'intérêt qu'elles vont nous faire, moi si je veux emprunter pour une maison ou pour une voiture, ça va dépendre de la politique de la banque centrale. Parce que la banque, le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne, elle va être obligée de se refinancer auprès de la banque centrale. Et donc, en gros, la banque centrale va faire des prêts aux banques avec un taux qu'on appelle le taux directeur. Le taux directeur, c'est le taux
auquel la Banque centrale fait des prêts aux autres banques. Et donc, par ce taux-là, elle contrôle en fait le taux que les banques privées feront à nous, agents privés. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle des contraintes réglementaires, les banques, l'école, etc. La quantité de crédit qu'elles octroient, doit y avoir dépend de leur dépôt. Donc, en fait, s'il y a beaucoup de déposants, elles peuvent faire beaucoup de crédit. S'il n'y a pas beaucoup de déposants, elles ne peuvent pas faire trop de crédit. Ça permet de limiter les risques systémiques. Et donc ça, c'est aussi une contrainte que la Banque centrale gère. Quelle quantité de crédit elles peuvent faire en fonction de dépôts qu'elles ont. Donc il y a tout un tas de manettes. Aujourd'hui, on parle aussi d'une nouvelle fonction de la Banque centrale, de gérer la question de l'environnement. Alors autour de la finance verte, etc. Ça, c'est un peu à la mode en ce moment. Ok, bon, merci pour tout ça. On arrive à la fin de ce temps de discussion. Je vais te donner deux dernières petites perches qui attendent des réponses synthétiques. Et puis Stéphane, si toi tu as envie de partager un peu ce avec quoi tu ressors de cet échange, un peu ce que ça t'a dit, apporté, voilà, ton ressenti un peu, ça m'intéresse aussi. Et puis moi je dirais ce qui me vient après. Donc Maxime, pour finir, selon toi, la dette, c'est positif ou négatif? Et deuxième chose, si une personne voulait s'intéresser davantage à ce sujet-là pour mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu, qu'est-ce qu'elle pourrait faire tout de suite chez elle? Alors à la première question, il y a mon directeur de thèse qui me disait toujours, un bon économiste répond toujours par ça dépend. Alors est-ce que c'est positif ou négatif? Alors ça dépend. Moi je voudrais dire que c'est bon qu'un État soit endetté. S'il n'est pas s'il ne fait pas de dette, ça veut dire qu'il y a un sous-investissement dans les infrastructures et donc c'est mauvais. Donc c'est plutôt une bonne chose, je crois. La réponse à la deuxième question, qu'est-ce qu'il doit faire tout de suite? Si une personne veut comprendre mieux les mécanismes, Elle peut prendre un manuel qui s'appelle Macroéconomie avancée de mon directeur de thèse, Patrick Villieu, dans Economica. Et elle trouvera un chapitre sur la dette qui est très bien expliqué. la référence est en dessous de ce podcast. Merci. Moi, j'aime beaucoup discuter de ça avec toi. Tu rends ça très accessible. Je trouve que c'est assez facile. On peut se faire des fois un monde, je trouve, du monde académique qui a des fois du mal mais c'est peut-être aussi le fait que tu sois professeur et du coup que tu aies l'habitude de le mettre à niveau. Et donc je ressors de là avec malgré beaucoup de recherches, avec encore des éclaircissements sur des sujets. Et donc merci d'avoir été là ce soir, c'est un plaisir. Et quand tu veux, Daniel, une prochaine. Carrément, merci à tous les deux. Moi, je ressors de là avec effectivement surtout des portes qui s'ouvrent pour aller explorer un peu plus loin. Je me rends compte que ça régit le quotidien de la vie de tous les jours, mais je ne m'y connais pas plus que ça finalement sur cette notion de dette. Et notamment sur la dernière partie où tu parlais de la Banque Centrale Européenne, je me rends compte qu'il y a sûrement plus de mécanismes de contrôle que ceux que je pense finalement pour réguler tout ce qui se joue. Mais ça m'emmène quand même à poser la question de la politique et de comment est-ce que nous, en tant que citoyens, habitants, on a une main ou pas du tout sur ce qui se joue. Parce qu'on dit c'est notre banque à nous, la Banque centrale, mais en même temps, moi, si demain je toque à la Banque de France, ils vont dire vous êtes qui, monsieur? Donc, voilà, comment est-ce que collectivement on peut créer des mécanismes pour qu'on s'empare vraiment de ces enjeux, de ces thèmes, pour que on puisse être dans une démocratie plus saine. Voilà, merci encore Maxime. Merci à vous, c'est super sympa. Très sympa, et donc la prochaine, on ne sait pas encore qui, on ne sait pas encore où, on verra bien. À bientôt. À bientôt, merci. Donc c'était le podcast Le plaisir d'agir, le podcast des gens qui s'engagent et qui veulent contribuer à un monde plus respectueux du vivant, plus équitable et plus joyeux. Moi je suis Daf. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez me faire un don sur Tipeee. Vous avez le lien en référence sous ce podcast. Et puis si vous-même vous êtes engagé et que vous voulez partager avec tout le monde votre engagement, contactez-moi et ce sera un plaisir de discuter. À bientôt.